Je vais vous demander d'accueillir à mes côtés sur scène Marjolaine Grondin, Muriel Barnéou, Frédéric Plasson, Armel Le Compagnon et Nicolas Bouzou, s'il vous plaît. Applaudissez-les, ils sont vos invités ce matin. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça va? Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci de venir nous rejoindre dans ce lieu si particulier. Alors si particulier parce qu'on est au cœur de l'action en France, avec évidemment tous ces entrepreneurs qui font la vie économique de notre pays. Si particulier dans un contexte où on pensait ne pas vous voir. Donc on ne peut pas vous toucher pour savoir si c'est vrai, mais on est quand même super content. Voilà, et je le suis particulièrement de retrouver certains d'entre vous que j'ai le plaisir de voir régulièrement sur des beaux échanges. On avait envie de se poser un tout petit peu avec vous, et puis la salle pourra évidemment vous poser des questions également, pour faire le point sur la métamorphose, cette thématique qui nous réunit aujourd'hui. C'est un moment de métamorphose que nous vivons certainement ensemble. Peut-être n'avons-nous pas le même regard sur la chrysalide, sur la chenille et sur le papillon, et peut-être sur les couleurs des ailes du papillon, mais j'ai besoin qu'ensemble on puisse peut-être découvrir cela. La métamorphose, je voudrais commencer avec Nicolas Bouzou qui est avec nous, et puis à tour de rôle, avoir votre regard. J'ai l'impression que dans ce monde-là, ça va tellement mal qu'on pourrait se dire que finalement tout va bien et qu'on va en profiter. Mais j'aimerais comprendre finalement dans quel monde nous sommes actuellement, d'où ça vient et ce qui nous attend. Nicolas, on a l'habitude de vous entendre pour vos avis. Vous nous parlez sans tabou et sans langue de bois. C'est évidemment la règle du jeu encore ce matin. Parlez-moi peut-être de la pandémie et des pandémies et de l'économie. Finalement, à qui profite cette crise? Plantez-nous le décor du débat qui nous attend. Eh bien, contrairement à ce que dit tout le monde, cette crise, elle va profiter aux jeunes, en réalité. Eh oui. D'accord. Il n'y aura pas de génération sacrifiée, il n'y aura pas de génération Covid, c'est très exactement l'inverse. Ah bon? Oui, parce que la situation, elle est très difficile maintenant. Oui. C'est maintenant que nous sommes en crise. Ce sont dans les semaines et les mois qui viennent que nous allons connaître des drames, des faillites. Ça a déjà commencé d'ailleurs, les commerces, les restaurants, les salles de sport, on le voit. Alors on a mis en place des dispositifs extrêmement performants. La France a mis sans doute en place les dispositifs les plus protecteurs au monde pour les salariés et pour les entreprises. J'ai participé à toutes les réunions des économistes autour du ministre de l'économie depuis le mois de février. Il y a sans doute beaucoup de choses qui sont critiquables. Je ne dis pas que la France fait tout bien, mais il y a une stratégie française qui est très claire, qui est de protéger au maximum les entreprises et les salariés. Mais la vérité, c'est qu'on arrive un peu au bout de ces protections. Ça a été dit, les PGE, les prêts garantis par l'État, c'est très bien, mais il va bientôt falloir commencer à les rembourser. L'activité partielle, c'est très bien, c'est un bon dispositif, mais en réalité, la pratique, notamment managériale, montre que c'est très difficile de laisser des gens en chômage partiel 6 mois, 9 mois, parce qu'ils se démotivent, parce que même si dans le plan de relance, il y a de la formation professionnelle, ils se déqualifient parce qu'ils ont envie de partir aussi. Ceux qui sont bons, ils vont être débauchés dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs. Donc on rentre là dans une période très compliquée. Mais je voudrais dire deux choses. La première chose, c'est qu'on met en place des dispositifs de soutien, notamment pour les jeunes, qui sont performants. En matière d'alternance, je n'exclus pas que l'année qui vient soit l'une des meilleures que nous ayons connu depuis des décennies. Ce serait une magnifique nouvelle. Et ce que l'on voit, mais oui, et ça va m'emmener à mon deuxième point. On voit des secteurs qui ne prenaient pas d'alternance, qui s'ouvrent là en ce moment à l'alternance. Oui. Et cette crise, qui est un drame, un crise, c'est jamais une bonne nouvelle, c'est comme quand vous avez un malheur qui vous arrive, qui vous tombe dessus dans la vie, on ne peut pas le souhaiter. On ne peut pas intellectualiser en disant c'est formidable ou ah quand même l'humanité l'a bien cherché. Tout ça, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, quand vous avez une crise qui vous tombe dessus, vous êtes bien obligé d'essayer de l'utiliser en quelque sorte pour en tirer le meilleur. Et en réalité, c'est ce qu'on est en train de faire. Regardez ce qu'on a fait en matière d'alternance. Par exemple, ça faisait 30 ans qu'on se disait « Ah là là, mais quand même, ça va pas du tout. Si on était la Suisse, l'Autriche ou l'Allemagne, ce serait quand même mieux. » Mais là, on y va. Donc c'est bien. Ce plan de relance, en fait, c'est pas un plan de relance d'ailleurs, ça a été dit. Mais il est formidable. Il est formidable d'ailleurs parce que c'est pas un plan de relance. D'accord. Il adresse des problèmes qui sont des problèmes assez structurels. Parce que la rénovation énergétique des bâtiments, c'est un truc qu'on aurait pu faire il y a 10 ans. Évidemment. Alors pourquoi on le fait maintenant? Parce qu'il y a la crise.
parce qu'on essaie d'être intelligent, parce que la crise, elle a consolidé la préoccupation écologique. La réindustrialisation via les impôts de production ou la montée en charge des programmes d'investissement d'avenir, c'est des choses qu'on aurait pu faire avant, mais on les fait maintenant parce qu'il y a la crise. Et vous voyez, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine sanitaire et dans le domaine de l'environnement, on avance comme jamais on a avancé. La question environnementale, quand j'entends les décroissantistes qui nous expliquent que le monde s'effondre, mais c'est jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais, un problème très grave n'a été saisi avec autant de vigueur. Ça n'est jamais arrivé. Donc il faut arrêter de dire qu'on est dans un monde dans lequel tout s'effondre. Non, on est dans une crise extrêmement grave qui va encore générer des drames, mais en réalité, dans le monde entier, on essaie d'en tirer le meilleur. Et donc, et je m'arrête là pour ce propos liminaire, mais les grandes difficultés, c'est pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent, mais je vous garantis que dans 10 ans, quand la crise sera passée, parce qu'elle sera passée, on tirera les bénéfices de ce qu'on a fait dans le domaine de l'écologie, dans le domaine de l'urbanisme. On est en train de reconstruire les villes, c'est formidable. On est en train de rénover les logements. On est en train de faire monter en charge l'apprentissage. On est en train aussi de résoudre un certain nombre de problèmes organisationnels du système de santé. Eh bien, tout ça, les jeunes vont en bénéficier. Et je vais vous dire, je m'inquiète plus pour les quinquagénaires qui vont être victimes des plans sociaux ces prochaines semaines que pour les jeunes qui là ont une période un peu difficile mais pour lesquels on fait énormément de choses. Merci Nicolas pour ce propos liminaire. Vous m'avez plombé le moral de tous les quinquagénaires, mais il n'y en a pas ici, heureusement, il n'y a que des jeunes. Et le geste que je faisais comme ça était mécanique. Hein, Totalement. Derrière, il n'y a pas de personne. Non, non, évidemment. Merci pour la vigueur, en tout cas dans l'expression. Frédéric Plasson, vous êtes directrice générale des opérations d'Adéco France, d'Adéco Group. Oui. Comment vous la voyez, cette crise opportunité? Vous la voyez vertueuse, justement, dans le monde de l'emploi, le monde qui vous concerne? On parlera d'Adéco tout à l'heure, mais... Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur la partie d'opportunisme de la crise et de la manière dont on ne doit pas gaspiller finalement cette crise comme étant une opportunité et une façon d'avoir... je pense, un mouvement d'optimisme et d'engagement qui sont forts. On a beaucoup parlé de territoire. Je pense qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, on a un engagement dans les territoires qui est beaucoup plus fort que ce qu'il était potentiellement avant la crise. C'est comment est-ce qu'on va en faire une opportunité? Comment, en tant qu'acteur de l'emploi, on a vécu cette crise d'une violence rare. Bien sûr. Mais comment est-ce qu'on en fait une opportunité avec nos candidats, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, et comment effectivement on le fait avec nos entreprises. On a aussi beaucoup parlé d'écosystème, et je pense que j'ai une conviction forte, vous l'avez dit, c'est maintenant que ça se joue. Avant la crise, on parlait beaucoup des métiers du futur, on se projetait à 2030 et on envisageait la formation, l'apprentissage pour dans longtemps. Donc on était encore très haut, et je pense qu'aujourd'hui, l'urgence c'est maintenant. La crise, elle a le fait de nous mettre devant le fait accompli et de réveiller finalement toute l'énergie dont on est capable collectivement. Pour moi, ça c'est une vraie ambition, c'est comment est-ce qu'on réveille encore plus fort ce collectif. Marjolaine Grandin, votre regard là-dessus? Vous êtes CEO d'une super start-up. On parle très souvent de vous quand on parle du monde de la start-up. Avant de parler de Jam, peut-être dans quelques minutes, mais le regard que vous avez, vous, et peut-être au nom de votre génération, favorisé par ce que vient de nous dire Nicolas Bouzou, surfer sur la vague. Oui, moi je rebondirais aussi sur ce que vous venez de dire Frédéric, sur le temps long et le temps court qui se sont rapprochés. C'est vrai que ces dernières années, j'ai senti justement auprès de nos clients, auprès de l'écosystème, même moi en fait dans ma vision, de me dire il faut jongler entre ce temps court, le temps de maintenant, et en même temps préparer l'avenir. Et on sent que, pour moi, une entreprise alors performante, moi j'aime bien la nuance de pertinente, donc qui est performante mais pertinente dans le sens où elle va répondre à des enjeux, elle va se situer dans un contexte. L'entreprise pertinente, elle doit jongler entre les menaces, les opportunités du présent, au service de sa vision long terme. Et il y avait peut-être une distorsion entre ces entreprises qui disaient oui, on sait que business as usual, ça ne va pas marcher très longtemps. On sait qu'on doit s'adapter aux exigences des jeunes, aux nouvelles formes de management. On sait tout ça, qu'il faut préparer dans 10 ans, dans 20 ans, que ce ne sera pas tenable. Mais bon, est-ce qu'aujourd'hui, je vais mettre mon budget sur dans 10 ans, dans 20 ans, je ne serai peut-être plus dans l'entreprise, je serai peut-être très très loin. Et c'était un moment qui était intéressant mais frustrant. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, demain, aujourd'hui, c'est la même chose. Et on est un peu au pied du mur, mais c'est un temps de création, de créativité qui est formidable.
pour les jeunes, pour les moins jeunes, enfin finalement pour tous ceux pour tout le monde qui a envie de changer les choses. Et moi je le vois à la fois en tant que dirigeante, effectivement, la façon de manager, de concevoir mes produits, etc. Mais aussi les entreprises qu'on accompagne, qui ont compris que quand on leur parle du monde d'après, malheureusement déjà un terme galvaudé, du monde de demain, etc., en fait c'est déjà aujourd'hui, donc on est d'autant plus pertinent dans nos réflexions sur l'avenir. Et c'est difficile, mais ça fait tellement du bien aussi de se dire que ce qu'on fait et les décisions difficiles, radicales qu'on prend, c'est pas juste pour un hypothétique, quoique de plus en plus certain, futur compliqué, c'est pour nous sauver aujourd'hui. Finalement, c'est pas mal. C'est le bordel, profitons-en. Muriel Barnéou, est-ce que c'est le cas justement dans le groupe La Poste? On parlera tout à l'heure de l'engagement sociétal que vous défendez avec beaucoup de cœur depuis très longtemps, mais le regard que vous portez sur ce que vient de nous dire Nicolas et les formidables opportunités peut-être de cette crise, même pour un groupe comme le vôtre. Un accélérateur énorme, enfin, d'une manière générale, hein, pour moi. Cette crise, c'est un accélérateur, mais c'est souvent le cas. Hein. Enfin, Nicolas en parlerait sans doute beaucoup mieux que moi. Mais les crises sont souvent des accélérations et pas nécessairement d'énormes nouveautés. Et ces signaux faibles, ils se préparent et puis tout à coup, ils explosent sous le phénomène d'accélération. Je trouve qu'il y a de très très bonnes questions du coup qui se posent, des éléments un peu qui se tendent et de la complexité à créer. Et pour La Poste, bien sûr que c'est un énorme sujet. Dans ce champ de tension, on va vivre une transformation et une accélération de la transformation qui nous pose problème parce que certaines choses ne sont pas encore tout à fait là et on en aurait besoin. Mais d'autres qui s'invitent à la table. Et on a gagné, je pense, sur un certain nombre de sujets, on y reviendra, mais 3 ans d'études de marché sur ce qu'on pouvait imaginer pour le monde de demain. C'est dommage pour les entreprises et pour les conseils en études de marché, mais bon, je pense qu'on a gagné énormément de temps. Est-ce que ça veut dire que ça pourrait être un coup de pied aux fesses salvateur pour un groupe comme le vôtre? Oui, ça peut être un coup de pied aux fesses salvateur. En même temps, on ne découvre pas. Hein, comme je disais, c'est un accélérateur. Ça peut aussi être le rift qui fait qu'on chute. Hein. On est vraiment dans cette acception de la crise qui est effectivement opportunité et risque. Armelle Le Compagnon, merci Muriel, on va revenir dans quelques instants. Avant de parler des WorldSkills dans quelques minutes, vous êtes un homme du bâtiment et vous parlez peut-être ici aussi au nom de tous les gens qui sont là-dedans. Est-ce que, moi, ce que j'entends dans toutes les autres entreprises, est-ce que vous pourriez me dire les mêmes choses avec la même fougue dans votre secteur? C'est un secteur particulier, évidemment, et qui prend les crises les unes après les autres en pleine phase de manière très particulière. Quel est le regard que vous portez, vous, et avec quelle vigueur le portez-vous? Bon, Samuel en parlerait peut-être mieux que moi, mais... Et il le fera sur cette scène tout à l'heure, oui. Bon, c'est vrai que dans le secteur du bâtiment, on a vu une évolution en l'espace de quelques mois phénoménale. Et puis surtout, on voit que même si on est habitué des crises, parce que c'est cyclique chez nous, les crises, hein, tous les 10 ans, en général, on en a une. Hein. Eh bien, l'ensemble du secteur prend le dessus. La vie prend le dessus et nos clients nous suivent et on est tous dans une phase beaucoup plus dynamique et beaucoup plus pertinente. On se concentre sur les vrais sujets, on est sur d'autres valeurs et ça c'est important pour nous parce qu'on s'adapte à cette crise et on se transforme tout doucement. Et ça, c'est parce qu'on a des collaborateurs qui nous accompagnent en permanence et qui font partie de la vie des entreprises. Nicolas, pour continuer, et merci, on va se tourner tout de suite vers demain. Les constats, on les fait tous, évidemment, au quotidien. Mais l'idée, c'est de se tirer vers le haut, de voir un peu ce qui nous attend. On est dans un sas, admettons, vers ce nouveau monde dont tout le monde nous parle, fantasme, peu importe. Mais dans ce sas-là, il y a l'opportunité d'accélérer la transformation des entreprises, vous le disiez, d'accélérer peut-être la recherche et le développement, la digitalisation. Quels sont tous les boutons sur lesquels je dois appuyer maintenant, dans cet ascenseur-là, pour lui donner encore plus de vitesse et de vigueur? Alors, il me semble que pour les entreprises, il y a 2 grands sujets aujourd'hui. Il y a en effet clairement le sujet de l'investissement dans le numérique, ça c'est pour toutes les entreprises et dans l'industrie, dans le numérique, mais dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans les imprimantes 3D, parce qu'on a malheureusement des chiffres qui nous montrent que la France avait un retard d'investissement très important dans ces domaines-là. C'est-à-dire que non seulement la France et l'Europe ne produisent pas ces technologies, hein, il n'y a pas de GAFA européen, il n'y a pas de BATX européen, et malheureusement,
Je pense que cette crise ayant donné un coup d'accélérateur énorme aux GAFA et aux BATX, ce retard maintenant, il est trop fort, donc nous ne le rattraperons pas, mais il faut à tout le moins que nos entreprises tirent les gains de productivité de ces technologies, les technologies de la troisième révolution industrielle, et qu'elles investissent. Et le plan de relance, quand même, facilite ça. J'en profite pour passer un message, parce que vous avez dans la situation actuelle en France 20% des entreprises qui vont très bien, qui ont profité de la crise, oui. 20% des entreprises qui vont très mal, qui sont les victimes de la crise, et puis 60% d'entreprises, c'est un peu entre les deux. Mais ces 20% d'entreprises qui vont très bien, je ne suis pas un moraliste, mais elles ont un devoir moral et un intérêt économique à utiliser le plan de relance, à utiliser ces marges de manœuvre, parce qu'un plan de relance comme ça, il n'y en a jamais eu et il n'y en aura jamais plus. Donc pour aller encore plus vite. Et donc il faut utiliser les potentialités de ce plan de relance, il faut aller vite. C'est bon pour les entreprises, celles qui le peuvent. C'est bon pour les entreprises et c'est bon pour l'intérêt général. Donc ça, c'est le premier sujet, sujet de l'investissement dans les technologies. Et le deuxième sujet, c'est le sujet du management. Et là, de ce point de vue-là, la crise est un révélateur absolument extraordinaire. Regardez avec quelle vitesse les entreprises ont dû se mettre au télétravail. Oui. Et y compris des entreprises qui étaient très réticentes, qui nous disaient mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas cette culture, parce qu'il faut que tout le monde se voit, parce que pour nos métiers c'est pas possible. Et en réalité, on voit bien que si ça a été possible, que c'est sans doute possible de faire un peu de télétravail, pas 4 ou 5 jours par semaine, bien ça sûr, n'a aucun sens, personne ne pense ça, mais de proposer aux collaborateurs, à 30 ou 40% des collaborateurs, 1 jour de télétravail, 2 jours de télétravail par semaine, bien sûr que c'est quelque chose de très positif si c'est sur la base du volontariat, s'ils le souhaitent, si les entreprises sont équipées en technologie. Et si vous tirez le lien, le télétravail, ça force à l'autonomie. L'autonomie, ça force à la confiance. Ça veut dire qu'on peut avoir un management un peu plus adulte, basé sur la confiance, plus décentralisé, comme on le disait. Donc vous voyez, il y a aussi en ce moment une opportunité managériale. Et puis cette crise, parce qu'on va se parler franchement, dans les entreprises, elle a aussi fait apparaître, je pense que vous l'avez tous vécu, des profils. Alors, de façon négative ou positive. Oui. De façon négative, c'est-à-dire des gens qui ne se sont pas sentis bien, qui étaient un peu en retrait, et puis des gens qu'on n'avait pas identifiés, qui étaient des gens un peu discrets, et qui se sont retrouvés, mais être des apporteurs de solutions absolument extraordinaires. Pas seulement les premières lignes qu'on a vues, ça c'est très important, mais eux, je dirais qu'ils étaient obligés en quelque sorte, mais à n'importe quel poste, je sais pas, à des postes de l'entreprise qui ne sont pas forcément les plus visibles, la comptabilité, vous avez le back-office, vous avez vu des gens absolument extraordinaires. Donc je trouve que pour les entreprises, là, il y a quelque chose qui peut se jouer en matière de management, surtout peut-être pour des grandes entreprises comme La Poste, qui fabriquent un peu du process, de la bureaucratie, c'est normal, c'est le lot des grandes organisations. Bon, là, il y a vraiment un truc à faire, et la pire erreur, c'est de revenir à l'équilibre antérieur. Bien sûr. Ça, c'est notre combat. Ça, c'est notre combat, hein. Parce que c'est une guerre. Mais c'est vraiment une guerre intellectuelle, c'est une guerre d'organisation. C'est lutter contre le point d'équilibre d'avant-crise, le retour au point d'équilibre d'avant-crise. Et tous les spécialistes le disent, surtout ne revenez pas au modèle d'avant, vous auriez perdu les opportunités de cette crise. Muriel, puisque en vous tend la perche là-dessus, vous accompagnez la transformation digitale des entreprises. Pour celles qui ne l'ont pas fait avant, qui n'ont pas su le faire, n'ont pas pris le temps pour des bonnes et des mauvaises raisons, certainement, cette crise leur montre que de toute façon c'est inévitable. Vous nous accompagnez pour ça avec le groupe La Poste. Comment vous le faites ? Elles ont d'ailleurs choisi, entre guillemets, un peu avec les pieds pendant cette crise. Parce que quand je disais opportunité et risque, évidemment, dans les opportunités, il y a l'incroyable explosion du e-commerce dont nous bénéficions au sein du groupe, puisque c'est nous qui acheminons la plupart des colis. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, en ce moment, c'est Noël tous les jours. Ah oui. On est sur ces volumes-là et on projette un doublement des volumes à horizon 2025. Notre filiale au UK a carrément doublé ses volumes. Donc c'est absolument gigantesque. Voilà pour une opportunité. Mais c'est aussi une difficulté puisqu'on a une dématérialisation qui s'accélère des échanges pour tout ce qui peut être dématérialisable, factures, donc je parle de courrier, qui est aussi une opportunité puisque nous avions équipé et nous étions positionnés sur ce sujet du numérique il y a déjà maintenant une bonne dizaine d'années. C'est vrai. En disant, au fond, lorsque nous acheminons vos courriers, lorsque nous acheminons vos colis, qu'est-ce qu'on achemine ? On achemine une relation de confiance dans le fait que vous savez que ça va arriver, vous savez que ça va être intègre, vous savez qu'on ne les ouvrira pas, vous savez qu'on sait traiter ces éléments de confiance. Eh bien, confiez-nous, y compris ces process dématérialisés.
Vous le savez peut-être pas, mais par exemple, il se trouve que La Poste, via sa filiale DocaPost, opère 40 millions de dossiers patients dématérialisés. Ah oui. L'ensemble des dossiers pharmaceutiques. C'est un des plus gros acteurs en hébergement de données de santé. Et en fait, les entreprises ont continué à dématérialiser. On est un des leaders du vote électronique en France. On est un des leaders de l'archivage de documents en France. Et effectivement, ce qui nous fait mal, la dématérialisation du courrier, est aussi ce qui nous fait revivre, nous fait transformer, à savoir tous ces échanges de confiance que l'on porte avec notre filiale DocaPost aujourd'hui, qui émet des signatures électroniques, qui émet des identités électroniques, enfin je ne vais pas vous faire l'article, mais qui montre cette double face. Juste pour aller un peu plus loin sur les propos de Nicolas Bouzou il y a quelques instants, comment est-ce qu'on replace l'éthique et l'humain et comment est-ce qu'on marie les deux? Il y a évidemment développer un numérique éthique, remettre tout cela au service de l'humain et le faire en bonne intelligence finalement. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça? Je rejoins complètement les propos de M. Huillard tout à l'heure sur la troisième voie ou quelque chose d'intermédiaire en la matière. Effectivement, dans ce grand combat entre les GAFA d'un côté, les Batix de l'autre, ce que l'on a fait quand on s'est posé finalement la question de notre utilité, parce qu'au fond c'est ça que cette crise elle amène, et qu'on travaille, nous, dans l'univers postal depuis longtemps, puisque depuis un bon moment, on voit ces volumes de courrier disparaître, et donc on est en train de parler de mortalité, cette mortalité qui fait la métamorphose. Ben, vous vous posez au fond la question de votre utilité. Ça va servir à quoi la Poste en 2030 ? Et quand vous le faites comme ça, au fond, vous revenez sur vos racines, votre ADN, et ils ont servi à quoi les facteurs? Ils ont servi à quoi les guichetiers dans les territoires, dans les relations avec les gens, au service des politiques publiques, au service des collectivités territoriales. Et c'est en se centrant autour de cette qualité-là qu'on dit, eh bien, nous pensons qu'après un temps un peu Far West, des GAFA ou des Batix, il peut y avoir un temps un petit peu plus organisé, d'univers où on a besoin de confidentialité, où on a besoin de sécurité. Je parlais par exemple du domaine de la santé. Je pense que monsieur, vous interviendrez sans doute tout à l'heure. Et ces univers-là, ce sont des univers où, oui, on ne refera pas Google, mais on peut, nous, Européens et nous, Français, avoir des alternatives et des choses à proposer en la matière. RGPD en est une chose, quoi qu'on en pense, quelque chose d'intéressant. Et donc, on est dans cette idée d'un numérique éthique et responsable, c'est-à-dire qui intègre ceux qui n'en sont pas et qui voudraient en être, je pense que vous allez en parler, et un numérique aussi qui prend en jeu les enjeux de l'environnement et les enjeux du green en la matière. Bon, j'arrête parce que je... Non, mais et tout cela marié, donc je voulais saluer, tout cela marié à l'engagement sociétal. Je vais saluer le fait que vous avez été certainement l'une des premières que j'ai connues dans le monde de l'engagement sociétal. Et je suis ravi de vous retrouver parce que La Poste a été pionnière là-dedans. Vous portez cette parole depuis longtemps et on est là vraiment sur ce qui est l'engagement sociétal des entreprises. C'est la question que j'ai avec vous, Marjolaine. D'abord, quelques mots sur Jam pour ceux qui ne connaîtraient pas Jam. Jam aujourd'hui c'est le premier chatbot français, donc ces petits robots avec lesquels on discute dans les applications de messagerie. Nous on est sur Messenger, donc effectivement on est plugué, on est branché sur Facebook. Ça a des avantages, ça a aussi des incertitudes, mais je pense qu'on navigue tous en temps d'incertitude et à l'ère des plateformes. Donc nous on est sur Messenger aujourd'hui. Notre mission c'est d'intéresser, d'éveiller les jeunes, donc c'est 15-25 ans pour 80% de notre audience, on a à peu près 700 000 utilisateurs, à des enjeux de société. Donc tous les jours dans Messenger, ce petit robot Jam va leur parler de nudge, de fake news, de polyamour, du problème des mégots, de plein de sujets. Et c'est une discussion qui va durer 2 minutes, à la manière d'un média, sauf que de regarder une vidéo, de lire un article, on va échanger dans notre messagerie, donc dans une relation de confiance, et beaucoup donner son avis aussi. On a tous les jours des milliers de commentaires sur des sujets qui sont quand même des sujets importants de société. Sur le polyamour, je vous conseille de lire le dernier livre de Nicolas Bouzou, qui est tout chaud puisqu'il sort juste de l'imprimerie. Il peut vous parler de ce sujet parce qu'il parle justement de l'amour augmenté et voilà, l'amour actuel. Et voilà, le docteur Bouzou peut vous en parler évidemment pour ça. Si je reviens à la question de l'éthique qui nous occupe là, cette transformation, on le voit, elle est essentielle et vous l'accompagnez avec Jam notamment.
comment est-ce qu'on s'assure de rester quand même dans une ligne éthique et comment est-ce que ce digital si dématérialisé doit quand même garder quelque chose de responsable et de respectueux? Comment vous faites? Je vais parler de quelque chose qui est très personnel, justement ce qu'on a fait avec Jam. Si vous l'avez connu il y a quelques années, on était sur un autre modèle. On était sur un modèle qui nous a permis de lever des fonds, plusieurs millions d'euros, qui nous a permis d'avoir une grande croissance. Donc il y a 3-4 ans, notre modèle était très différent. On échangeait avec Jam dans Messenger ou aussi par SMS. Oui. Ceux qui se souviennent de cette j'ai envie de dire grande époque, parce que en termes d'innovation, en termes d'accélération, c'était super, mais à un moment, moi, éthiquement, j'ai dû changer de modèle. En fait, le modèle originel de Jam, c'est on posait des questions en tant qu'étudiant à ce petit chatbot, et derrière, il y avait de la machine, donc un peu d'intelligence artificielle, de machine learning, de traitement automatique du langage, et des humains, qu'on appelait des backers pour I have your back, qui interagissaient en complémentarité avec la machine pour répondre le plus rapidement possible aux requêtes des étudiants, qui demandaient un bar où emmener leur date Tinder, une idée de cadeau pour les 50 ans de leur maman, un stage à Shanghai, enfin voilà. Et ça marchait très bien. Il y avait ce côté conciergerie gratuite, comme un Google avec de l'empathie, etc. Et moi, j'y ai cru. Et pendant 1 an, on a eu une très forte croissance. On avait nos bureaux dans le Sentier, on était dans tous les accélérateurs, etc. C'était super. Jusqu'à ce que je me dise, d'accord, si je tire le fil de ça, j'ai des gens, en gros, des jeunes premiers étudiants qui ont accès, ne serait-ce que... qui sont au courant qu'il y a ce service à qui je peux envoyer des requêtes, qui va me répondre de manière la plus pertinente possible, et en plus il m'appelle par mon prénom, et il me fait une blague, etc. Et de l'autre côté, j'ai des humains qui sont un peu bloqués derrière leur écran, qui sont assistés par une IA qui pré-mâche le travail, pré-rédige des messages, pré-fait des recherches, etc. Avec en plus une tonalité que nous on a imposée, voilà comment faire de l'humour, voilà comment relancer, voilà. Et en fait je me suis dit, oulala, dystopie, c'est pas du tout le monde que je veux. Et donc on a cassé la machine, et un jour entre 2h et 4h du matin, on a débranché Jam et on l'a rendu 100% automatisé. Alors on pourrait se dire, au contraire, on a fait pire, on a fait disparaître l'humain. Mais automatisé, ça veut pas dire que c'est une IA qui envoie des messages, ça veut dire qu'on a désynchronisé la collaboration entre l'humain et la machine. Et aujourd'hui, ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, on n'est pas un assistant qui assiste des jeunes qui ne savent pas faire de recherche, avec des gens derrière qui font des recherches à leur place. On est un média, et on crée du contenu avec des journalistes, des rédacteurs, qui vont tous les jours écrire des articles qui vont être distribués par Jam, par ce petit robot. Donc on a juste changé la façon de collaborer, mais on est quand même sur une collaboration humain-machine, mais en interne. En un mot, comment est-ce que vous avez l'impression, vous, de contribuer à ce fameux changement de monde, de siècle, je n'en sais rien, mais en tout cas, les changements que nous vivons actuellement, vous avez l'impression, grâce à ça, d'y contribuer? Déjà, j'espère que, alors, sur notre produit grand public, donc Jam, sur notre chatbot, que le fait d'avoir des rédacteurs, des journalistes, qui ne sont pas forcément des technophiles, ou en tout cas pas techniques, qui vont créer du contenu sur des enjeux de société pour les transmettre dans un format qui correspond aux usages des jeunes aujourd'hui. Donc la messagerie, ces codes de gifs, d'emojis, de messages courts, de messages audio, etc. Oui. Donc s'adapter aux usages, et en disant c'est 2 minutes par jour, un sujet, mais il n'y a pas de scroll, il n'y a pas d'infinite scroll, il n'y a pas plein de sujets qui t'attendent. Mon but, c'est tu as 2 minutes, et après, lève les yeux de ton écran. Enfin voilà, on essaye vraiment de s'adapter à ce qui est, mais de prendre le meilleur parti, quoi. C'est ça, et c'est assez rare comme témoignage. Merci de le partager avec nous. Je voudrais faire un focus, un zoom dans la salle avec Philippe Valentin qui est avec nous. Philippe, on va vous apporter un micro. Vous l'avez. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous représentez ici les CCI. Vous y faites quoi exactement d'ailleurs? Beaucoup de choses, mais pas forcément bien comprises. Et on est là pour ça. Si je vous laisse 2 minutes 59 pour me parler de la métamorphose des CCI, alors je vais jouer mon rôle de journaliste. Pour moi, la CCI, c'est un vieux machin, un vieux club, qui est comme un truc de bridge. Pardon, vous pouvez me fusiller, je fais exprès évidemment, mais en fait, je me dis, la CCI d'avant, c'était l'endroit où on allait débattre, etc., mais se retrouver entre potes, machin. Le monde d'après aujourd'hui vous impose de vous, mais comme le MEDEF, qui a dû être en son temps un vieux machin il y a longtemps, et comme d'autres trucs, finalement, tout le monde change, et on le voit en se métamorphose.
C'est quoi la métamorphose des CCI à l'aune du monde que nous vivons là maintenant? Et vous pouvez en coller une en retour, je suis là pour ça. Non, mais c'est un peu dur, mais j'assume. C'est un petit peu l'histoire de la Poste. Et vous l'avez vu que je l'ai fait avec bienveillance. Ouais, d'élégance. Voilà. Juste pour vous dire, c'est 400 ans, donc on dit la vieille dame endormie. Vous ne les faites pas. Voilà, donc j'essaie de m'entretenir. Et comme disait Nicolas, j'ai pas le nom, donc que le prénom, qui est très pushing. Ça... Nicolas Bouzou, qui est Voilà. chanteur, économiste aussi. Très bien. Et c'est vrai, les deux sont vrais. Donc, oui. Et donc effectivement, on a un moment très particulier. Donc le modèle économique ne tourne pas, la connaissance de la CCI, comme évoqué, par rapport à nos clients, qui deviennent des clients. Avant, c'était des ressortissants. Vous avez des maires qui avaient des administrés. Donc vous voyez, il y a un petit chemin. Et c'est où on fait la politique de l'autruche et on continue. Et on est convaincu que ça va durer, comme depuis 400 ans. Ou alors on se dit, il y a un moment, il va être très dur, parce que ça aussi, ça mobilise des choix très difficiles, parce qu'on va devoir alléger la structure de façon conséquente. Mais c'est une renaissance. Et la renaissance, comme la Poste, on revient sur les fondamentaux. 1599, en disant une CCI, c'était quoi? C'était le bras armé pour développer l'économie, pour accompagner les entreprises, de la création jusqu'à la transmission. Et on utilise tous les leviers. La formation internationale, le réseautage, etc. Ça, c'est l'histoire. Mais parlez-moi de maintenant et de la métamorphose. Cette chrysalide qui s'ouvre, elle s'ouvre sur quoi dans les CCI? Alors, sur un beau papillon, et on embarque tout le monde avec. C'est-à-dire que même au niveau de l'entreprise, si on appliquait cette organisation-là, ça aurait été extravagant. Donc, vous avez un système très siloté, etc. On casse tout. D'accord? On déconstruit pour reconstruire. Sauf qu'il faut le faire avec habilité parce qu'il y a des personnes derrière et il faut embarquer tout le monde sur ce projet-là. Donc on se met d'accord sur un projet stratosphérique. Donc au départ, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là, on est en train de le mettre en place et on se dit, de Dieu, on va y arriver. Voilà. Donc on s'organise sur des segments qui correspondent aux clients qu'on va accompagner, les startups, les TPE, les PME. Bien sûr. Au lieu de dire, on va vous donner plein de services où c'est inaudible, on dit, bonjour monsieur le client, de quoi vous avez besoin? Nous, on est là au rendez-vous. Il y a des choses qu'on saura faire, d'autres qu'on ne sait pas. Mais si on ne sait pas, on vous route sur des partenaires. Et alors, je vous allume exprès, mais j'admire les CCI. Je travaille beaucoup avec les CCI et je vois la transformation depuis quelques années qui est formidable. En un mot, vous accompagnez aussi les entreprises, vos adhérents dans la digitalisation, dans leur transformation quand ils ont besoin d'aide de conseil. Il y a aussi la formation de générations entières qui passent chez vous et qui deviennent de formidables entrepreneurs. Tout à fait. Après, c'est une question d'image. Qui sait dans la salle que l'EM a été créé par la CCI de Lyon? Qui sait que la CCI a créé la foire, l'aéroport, le musée qu'on a transmis? Et c'est bien de le rappeler. Voilà. Donc il y a nos pères ont été lucides pour faire ça, et nous, il faut qu'on se remette dans ces dynamiques pour monter. On ne peut pas accompagner les entreprises et pas s'appliquer la même peine à nous, c'est pas crédible. Donc on se fait mal. Mais on se fait mal pour survivre, exister et au bienfait de nos clients, entreprises, territoires et individus. Et on sait que c'est pour le bien de l'économie. Je voudrais qu'on vous applaudisse, vous et tous les membres des CCI qui, sur le terrain et dans les territoires, nous accompagnent de manière formidable. Et merci pour votre sens de l'humour aussi. Également, Armel, le compagnon, et Frédéric Plasson, d'ailleurs, peut-être un échange. Je parlais de la formation. Les CCI sont un riche vivier de formation de nouvelles générations. Armel, vous êtes dans le BTP, je l'ai dit, vous êtes le président de WorldSkills France. Rappelez à tout le monde WorldSkills parce qu'à Lyon, on vous bénit tous parce qu'en 2023, on sera ici pour faire le rassemblement mondial. Mais un mot pour ceux qui ne connaissent pas encore WorldSkills. WorldSkills, c'est un mouvement international dont on fait partie, qui s'appelle WorldSkills France et qui a la chance de pouvoir évaluer le système de la formation professionnelle de à peu près 84 pays au monde, qui représentent à peu près 90% de l'économie mondiale. Oui. Et tous les 2 ans, on évalue la qualité de la formation professionnelle de ces pays. Et ça se fait à travers donc, des compétitions internationales tous les 2 ans avec environ 1800 compétiteurs, des milliers de visiteurs et 84 pays. Non mais c'est une compétition dinguissime, j'adore la suivre, avec tous les meilleurs savoir-faire, manuels notamment, nos artisans, etc. C'est juste formidable. On va parler de l'excellence des savoir-faire techniques parce que finalement cette crise nous rappelle qu'on a la richesse d'une intelligence artificielle et d'une digitalisation formidable.
mais plus que jamais, on va avoir besoin d'être encore plus excellent dans ce que l'on fait, dans ce que l'on sait faire avec nos mains. Comment est-ce que la transmission de savoir, justement, accompagne l'évolution de notre monde? Peut-être vous pourriez en parler tous les deux, Armelle et Frédéric. La patate chaude est pour vous. Eh ben, je la prends. On a le groupe Adecco, donc acteur de l'emploi, et parfois un peu moins connu en fait pour son investissement pour la formation, parce que pour avoir l'emploi, il faut avoir la bonne formation au bon moment et de plus en plus au bon endroit, avec les territoires dont on parlait tout à l'heure. Donc le groupe Adecco, depuis 2016, a formé et accompagné plus de 20 000 en fait, alternants et apprentis. Et là, si on est sur le temps, non pas du passé, mais le temps présent, on a maintenu notre engagement en fait, d'avoir 7005 apprentis en fait, cette année. Et qu'on accompagne dans des contrats de plus en plus responsables avec les CDI intérimaires qui, pour plus de la moitié d'entre eux, en fait, bénéficient d'accompagnement, de transformation de compétences sur des métiers sur lesquels on sait, on l'a dit tout à l'heure et Laurent l'a précisé tout à l'heure, on a encore 600 000 emplois qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Oui. Donc ça veut dire qu'on a bien effectivement des besoins d'accompagnement, de formation et de transférabilité de compétences entre des emplois qui n'existent plus aujourd'hui ou qui souffrent aujourd'hui vers des emplois dont on a besoin en fait sur le même territoire et demain. Donc oui, la formation, on investit énormément sur des métiers dits pénuriques maintenant, sur la préparation des métiers aussi de demain. Le numérique en fait partie, mais pas que. On parle aussi beaucoup des métiers de soins et de santé, qui seront des métiers sur lesquels on sait qu'on aura de grands besoins demain. Donc, commun sur tous ces métiers en fait pour lesquels on a checké en fait, de manière, on a la chance aujourd'hui d'être dans un métier digital, mais dans un métier pour lequel on a accès à énormément de données. Et l'intelligence, c'est de pouvoir utiliser ces données de manière pratico-pratique et de regarder comment, en fait, quand j'ai des besoins d'un côté, des besoins de l'autre, comment je fais cette transférabilité. Alors, on travaille beaucoup avec les métiers du manuel, on est partenaires, parce que l'excellence et le bon geste, ça fait aussi la différence, que ce soit un geste manuel ou un geste intellectuel. L'excellence n'est pas une perte de temps, Armelle. L'excellence dans ce monde où on aurait besoin de plein de main-d'œuvre, c'est pas une perte de temps. Je pense pas, non, je crois que ça fait partie de la vie économique, de la vie de l'entreprise. Il faut être excellent, c'est pas le souci. Ce que je tiens à dire, c'est que WorldSkills France développe l'évaluation de sa formation professionnelle depuis les régions. Ensuite, il y a des sélections régionales, après des finales régionales. On en est aujourd'hui à bientôt des finales nationales. Dans quelques semaines, novembre, décembre. Oui. Normalement, c'est décembre. Oui, normalement. Décembre, j'espère que ça se passera bien. On en est au plan C ou D. Tant qu'on n'arrive pas au Z, c'est bon. Sinon, après, il faut changer d'alphabet. Oui. Mais bon, on s'adapte. On est flexible et on s'adapte. En tout état de cause, cette compétition doit nous amener à former l'équipe de France. Et tout ce mouvement sert à montrer l'excellence de la France dans sa formation professionnelle, mais aussi dans tous les métiers. On représente environ plus de 60 métiers sur 7 pôles, grands pôles, BTP, numérique, industrie, digital, tout ce qui est végétal, automobile, les services, enfin bon, il y a 7 pôles. Et on a une vision assez complète de ce que peut donner un investissement politique pour améliorer la formation professionnelle dans chaque pays. Vous savez, quand on a été à Kazan, c'était l'année dernière, au final national. Exactement. Vladimir Poutine avait demandé à ses collaborateurs de mettre 1 million de jeunes en compétition pour les finales régionales en Russie. Ils étaient environ 250 000 avant. Il est passé à 1 million. Nous, actuellement, on en a 8 000. On devrait passer au moins à 15 000 pour les prochaines sélections régionales. Demandez à Poutine peut-être de passer le message. Voilà, tout à fait. Je pense que ça fait partie. Vous savez, dans l'apprentissage, à l'alternance, il y a les centres, les jeunes, mais il y a aussi l'entreprise. Évidemment. Je crois que c'est important de le dire. Je vais rebondir. On a parlé des métiers d'excellence et on a parlé tout à l'heure de la partie restauration, qui est un métier qui souffre en ce moment de par la crise. Et un bon exemple en fait de tout ce qu'on a dit depuis ce matin, c'est la création des CFA qui a été augmentée en fait par les dispositions qui ont été récemment prises. Et un CFA autour de la restauration a été
construit, mis en place en partenariat avec des organismes de formation, parce que là aussi, il n'y a pas de concurrence à avoir quand on parle d'apprentissage et de formation, mais aussi en partenariat entre plusieurs entreprises qui se sont mis ensemble pour construire un CFA autour de la restauration. Alors, on se dit que fabriquer de la ressource sur la restauration aujourd'hui, est-ce que c'est le bon moment? Moi, j'en ai la conviction, c'est le bon moment, parce qu'il faut accompagner en fait ce secteur-là, mais c'est aussi tout l'écosystème construit entre les organismes de formation et les entreprises qui ont travaillé ensemble, parfois même des entreprises qui peuvent être perçues comme concurrentes et qui vont ensemble pour construire ça. Petit clin d'œil, puisque vous en parlez maintenant, vous aurez la rencontre aujourd'hui en dégustation et en rencontre avec deux grands chefs qui sont présents sur le stand de l'association Tout le monde contre le cancer dans le food truck, Philippe Bernachon et Grégory Cuiron, que vous connaissez comme un grand chef et qui viennent notamment parler de tout cela. Je voudrais qu'on aille plus loin sur l'apprentissage parce que Nicolas nous a lancé sur le sujet. Je voudrais faire un autre zoom, une rencontre avec Delphine Boisseau qui est dans la salle et pour parler de la métamorphose chez EDF notamment. Bonjour madame. Et on va mettre votre micro dans la salle. Delphine, le zoom c'est sur la métamorphose chez EDF, mais en particulier pour les 2 minutes 59 que nous avons ensemble en ce qui concerne l'apprentissage. Parce que vous aussi, vous misez sur l'avenir grâce à l'apprentissage. Oui, tout à fait. Je suis très heureuse d'être ici et puis d'intervenir sur cette thématique de la métamorphose. Et nous sommes ravis donc. Voilà, parce que la métamorphose, ça nous connaît chez EDF, on est en transformation permanente. Pendant le confinement, par exemple, il a fallu qu'on s'adapte extrêmement vite pour assurer un plan de continuité d'activité pour nos clients. Et puis, plus largement, on se transforme pour s'adapter aux enjeux de transition énergétique. Oui. Et l'apprentissage, c'est un formidable levier pour relever de ces enjeux de transformation, mais aussi pour concrétiser notre engagement d'entreprise socialement responsable. Et c'est un engagement auquel nous tenons énormément chez EDF. Bien sûr. Alors l'apprentissage, c'est aussi, pour le jeune, une formidable opportunité chez EDF de découvrir un nouveau métier et de l'apprendre. Alors quelques chiffres, je ne vais pas vous noyer avec les chiffres. Surtout pas. Voilà, dans l'Hexagone, je vais juste vous en donner 3. Dans l'Hexagone, un alternant sur 100 est chez EDF, ce qui en fait l'un des premiers employeurs, l'un des premiers recruteurs sur l'alternance. 95% des apprentis qu'on a en apprentissage chez nous obtiennent leur diplôme. Et très clairement, ça les prépare à de l'employabilité. Et puis, dans notre processus de recrutement, en 2019, on a recruté près d'un tiers de notre personnel issu de l'alternance. Ça nous permet de recruter, très clairement, c'est l'un des objectifs recherchés, sur nos métiers cœurs, que sont nos métiers industriels, du technicien à l'ingénieur, sur nos métiers du numérique, management DSI, data scientist, et puis aussi sur des métiers autour du commerce, que ce soit du marketing ou du commercial. Plus proche de nous, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, en 2020, et nous n'avons pas baissé la voilure avec la période Covid, c'est plus de 400 contrats d'apprentissage qu'on a proposés cette année. À la direction commerce que je représente, c'est une vingtaine de contrats d'apprentissage. Alors comment ça se passe concrètement quand on accueille un apprenti? Et je vous laisse terminer là-dessus, bien sûr. Non, je vous laisse terminer là-dessus. Comment ça se passe concrètement quand on accueille un apprenti? Très clairement, il est accueilli par son tuteur, qui va lui transmettre des savoir-faire, qui va favoriser son inclusion dans l'entreprise, et puis va être pris pendant 5 semaines, déjà dans un premier temps, en charge par un formateur. Un petit clin d'œil avant de conclure. On a accueilli il y a quelques années une petite jeune qui démarrait sa vie professionnelle à Lyon. Il s'agissait de Florence Foresti. Alors elle s'est reconvertie depuis et c'était chez EDF. Comme quand on peut mal tourner après EDF. Exactement. C'est très bien. Voilà, pour conclure, ce que j'aimerais vous dire sur l'apprentissage, c'est que chez EDF, on a fait le pari de faire confiance aux jeunes pour nous accompagner dans notre transformation. Je ne peux que vous inciter à faire de même parce que c'est un pari qui nous réussit plutôt très bien aujourd'hui. Merci beaucoup à vous pour ce clin d'œil. Merci aux équipes d'EDF. Frédéric, juste pour terminer en un mot, parce que je voudrais qu'on ait quelques minutes avec la salle, mais l'apprentissage est une des solutions, on l'entend. L'intérim l'est aussi. Est-ce que le modèle intérimaire se transforme aussi énormément? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de moins en moins d'intérim. On a très longtemps parlé de boîtes d'intérim. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est plus comme des acteurs de l'emploi avec une vraie responsabilité sociale dans les bassins et dans les territoires. Il y a effectivement beaucoup de solutions à l'emploi. Il y a la partie intérimaire, voilà, des contrats qui sont plus
plus court et plus transactionnel. Et après, il y a le CDI intérimaire, qui est aujourd'hui en fait un CDI, un contrat plus responsable, qui nous permet d'accompagner dans la durée, qui préserve l'emploi, qui permet la formation. Aujourd'hui, notre engagement, c'est 1/3 en fait de nos contrats doivent être plus responsables. Donc aujourd'hui, c'est l'insertion, avec un accompagnement fort de formation, d'alternance, mais aussi de contrat dans la durée. C'est bien sûr le CDI intérimaire, c'est l'apprentissage et c'est le handicap. Et c'est la diversité. On parle beaucoup des jeunes, mais vraiment, je vous rejoins. Je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie une forme de génération avec les quinquas, parce qu'on va travailler plus longtemps et qu'il y a aussi beaucoup de richesse à avoir cette mixité entre les jeunes et les moins jeunes. Et donc, de fait, le métier se transforme avec des plateformes de mobilité. On sait qu'on va avoir un certain nombre d'entreprises qui vont décruter. C'est comment, en fait, on accompagne ces entreprises-là, nous, acteurs de l'emploi, en accompagnement les gens qui vont sortir de leur emploi, Évidemment. les amener vers une formation, en fait, vers un autre métier. Et comment se dire aujourd'hui, comment nous, on embauche en CDI intérimaire, on forme et on amène le collaborateur à avoir un autre emploi sur son bassin d'emploi dans un autre métier. Avant de vous demander la conclusion dans quelques instants à chacun, et notamment sur comment les chefs d'entreprise doivent justement bénéficier de cette période et foncer vers l'avenir, peut-être une ou deux questions de la salle. Est-ce qu'il y aurait des réactions, des remarques, des témoignages que vous souhaiteriez nous faire partager et partager avec les intervenants qui sont vos invités ce matin, qui souhaitent intervenir? J'essaie de regarder, parce que dans le brouhaha, je n'entendrai pas si vous me hurlez dessus. Est-ce que je vois une main levée? Je ne vois pas de main levée. J'ai plein de questions à leur poser. Monsieur, on vous apporte le micro, on vous tient le micro. Non, 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 on vous le tient. Pardon, excusez-moi, on est très précautionneux. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, David Laurent. C'est juste une observation et une question, mais très, très pragmatique, très rationnelle. Juste une observation, là, et je m'adresse surtout à l'économiste, à Nicolas Bouzou, qui parlait qu'effectivement, aujourd'hui, on vit une mutation, une métamorphose qui sera bénéfique dans les années à venir, mais dans l'immédiat, dans le court terme, eh bien, effectivement, il va y avoir des PSE, des plans sociaux qui vont toucher notamment les cinquantenaires. Bon, tout ça, c'est pas facile, hein, ça va être des périodes qui vont être difficiles à vivre et source de tensions sociales. Et les tensions sociales, c'est quand même pas bon dans une période économique où on vit des métamorphoses. Donc, votre question, monsieur. Et ma question, elle est en lien avec ce que je viens de dire à l'instant. Donc, vous avez parlé de dispositifs remarquables qui ont été mis en place. Des dispositifs qui ont été mis en place à un moment où on a vécu un véritable tsunami au mois de mars, au mois d'avril. On l'a entendu. Votre question? Juste aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on voit bien qu'on vit quand même dans une ambiance qui est assez anxiogène. On le et voit. Encore notamment hier avec l'intervention du Premier ministre, où plus que jamais, monsieur, on parle peut-être d'un nouveau confinement. On vous parle peut-être d'un nouveau confinement, parce qu'on vous dit qu'aujourd'hui, les hôpitaux arrivent à saturation et comme on veut traiter les maladies chroniques... Monsieur, s'il vous plaît, votre question. La question est la suivante auprès de l'économiste, où à l'époque, Macron avait dit au mois de mars et au mois d'avril, à partir du moment où il y a un confinement, il n'y aura pas de sortie d'argent. Est-ce qu'aujourd'hui, si de nouveau il y a un confinement, est-ce qu'aujourd'hui l'État pourra faire face à court terme Voilà, c'est une question très pragmatique. Oui, vous me l'aviez promis pragmatique, elle n'était pas tout autant au début. La réponse de Nicolas Bouzou, s'il vous plaît. Merci, cher monsieur. Oui, on le pourra parce que nous avons levé la contrainte financière. On l'a levée pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on a décidé de ne pas s'en occuper. Et on a eu absolument raison de décider de ne pas s'en occuper. D'accord. La situation est tellement grave que ce qui est un problème en temps normal devient secondaire en temps de crise. Là encore, je ne veux pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé, de la façon dont j'ai vécu les choses, mais quand on s'est posé la question avec le gouvernement de savoir s'il fallait aller vers le fameux « quoi qu'il en coûte » du président de la République, tout le monde, même les gens les plus rigoureux, les plus antipathiques, les plus sérieux, ont dit oui. Bien évidemment, je veux dire, si on n'avait pas fait exploser l'endettement public, on ne serait pas à moins 10% de récession, on serait à moins 30%, je ne sais même pas dans quel état serait le pays, donc c'est impensable et on recommencera. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, c'est mon deuxième point, la Banque Centrale Européenne, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui détient 20% de la dette des pays de la zone euro. C'est comme si 20% des pays de la dette de la zone euro étaient devenus perpétuels, donc elle ne risque rien, donc la Banque Centrale Européenne nous soulage beaucoup. Ça génère d'autres types de problèmes, il n'y a rien de magique là-dedans, ça fait augmenter les prix de l'immobilier, ça fait beaucoup d'inefficacité économique, ça fait ce qu'on appelle les entreprises zombies. Mais je le répète, quand on a un très grave problème en face de soi,
les autres problèmes deviennent secondaires et on se dit qu'on les réglera en temps voulu, c'est-à-dire un peu plus tard. Je voudrais vous amener tous sur ce point de conclusion. Vous avez en face de vous une richesse incroyable de ces chefs d'entreprise qui, comme vous d'ailleurs au quotidien, œuvrent pour la transformation de notre pays et qui plus est dans ce contexte particulier. Quel est le message que vous aimeriez qu'ils retiennent? On va se retrouver certainement dans quelques mois pour une prochaine Odyssée. Qu'est-ce que vous aimeriez que l'on se dise dans un an de ce que nous aurons réussi, de ce qu'ils auront réussi? Quelle est leur feuille de route? En un mot, Marjolaine peut-être. Alors, en un mot, je vais dire mon mot préféré dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est l'ikigai. C'est congruence en français, ikigai en japonais, ou raison d'être. C'est cette conjonction entre ce qu'on aime faire, ce en quoi on est bon, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi on peut être payé. 4 choses, c'est le week-end, je vous invite à y réfléchir. Et en fait, ce mot, je trouve qu'il est d'autant plus important aujourd'hui quand on a eu ce temps pendant le confinement. Moi, j'ai vu, chez mon associé, chez mes collègues, chez mes amis, tout le monde s'est dit « Ok, la roue s'arrête de tourner 2 secondes. Quel est mon ikigai? Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux contribuer? Comment j'apprends à me placer à cet endroit-là ?» Réflexion tout ce week-end sur la congruence. Merci, chère Marjolaine, d'y avoir contribué. Armelle. On va juste dire qu'il n'y a effectivement pas de génération Covid. Il faut absolument continuer dans la formation des jeunes. C'est l'avenir de notre économie, c'est l'avenir de notre société, de nos entreprises. Je pense qu'on n'a pas bien le choix et il faut croire en la jeunesse. Et c'est un joli cri du cœur, Muriel Barnéou. Alors, puisque Marjolaine m'a pris raison d'être, qui est aussi le chemin de la loi Pacte, enfin de tout ce que le système et l'écosystème ouvrent et a ouvert, et qui est un chemin dans lequel la Poste s'est engagée, hein, celle de sa raison d'être, de son utilité. Moi, je dirais des racines et des ailes. C'est pour moi un petit peu l'élixir magique. Bien sûr. Savoir conserver de ses racines ce qui fait son ancrage. Ça va s'appeler la distribution des colis pour nous, ça va s'appeler la distribution des fonds, des liquidités pour les gens. Et puis les ailes, c'est ce sur quoi ils nous poussent et ils nous attendent. Le numérique, des services à la personne, ce qu'on n'aurait jamais imaginé il y a quelques années, et qui crée ce besoin de poste qui est très rassurant. Et vous savez, si un vieux truc de 500 ans, jeune et moche, arrive à se transformer... Vous parlez de quel chanteur? Il n'y a aucune raison que vous, entrepreneurs, vous ne réussissiez pas. Merci de nous le rappeler. Frédéric Plasson. Alors, moi, j'aime beaucoup ce mot congruence. Souvent, je l'utilise et souvent, on se moque de moi avec ce mot-là. Donc, voilà, congruence, j'aime bien. Mais dans pertinence, il y a aussi impertinence. Bien sûr. Et je pense que s'il y a un moment où on peut et on doit être impertinent, c'est maintenant. Donc, maintenant, impertinence et congruence. Merci. L'impertinent qui est à vos côtés a le mot de conclusion. Nicolas Bouzou. Alors, je voudrais dire 2 choses. La première chose, c'est que quand vous regardez l'histoire longue, après chaque drame, il y a une période de renaissance. Hein. C'est comme ça qu'est faite la vie humaine. Après les grandes pestes du Moyen-Âge, il y a la Renaissance. Après la grande crise de 1875, il y a la belle époque où la France est le pays leader en matière d'innovation. La France est faite pour être le pays leader en matière d'innovation. Hein. N'oubliez jamais ça. Hein. Non, mais je le dis un peu méchamment, par rapport à ceux qui veulent nous tirer vers le bas, les débats sur la 5G, etc. Pas de ça chez nous. Hein. La France, c'est un pays qui va vers le haut. Hein. C'est pas un pays. Quand vous dites pas de ça chez nous, vous parlez de pas de ce débat-là chez nous. Voilà. Non. On peut débattre sur les usages de la 5G, mais sur la 5G, on le fait et on en fait le meilleur. Il faut foncer. C'est le destin de la France. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a les 30 Glorieuses. Et alors, puisque chacun a cité un mot, moi, je vais vous reprendre un mot. C'est vous qui l'avez cité, que j'aime beaucoup, qui est peut-être pas suffisamment à la mode, mais c'est le terme d'excellence, parce que l'excellence, c'est pas élitiste. L'excellence, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut être excellent dans son propre domaine, et la France, elle a aussi cette tradition-là, elle a cette tradition de la qualité, elle a cette tradition d'excellence, et moi, j'ai toujours remarqué que les gens exceptionnels, les grands sportifs, les grands artistes, les grands politiques, les grands dirigeants d'entreprise, ils avaient toujours la passion d'excellence, et pour être très concret, la passion de l'excellence, c'est la passion du détail. Voilà. Merci à l'excellent Nicolas Bouzou d'avoir été avec nous et à nos excellents invités. Ils étaient vos invités, mesdames et messieurs, ce matin. Merci de les applaudir. Merci, mesdames. Merci beaucoup, messieurs.